Et l'invité de Tir Croisé ce soir, c'est François de Rugy. Bonsoir. Bonsoir. Député de Loire-Atlantique, coprésident du groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée. Alors, on va parler dans un instant de la loi qui a été votée à l'Assemblée. Mais d'abord, cette annonce, on a appris ce matin que François Hollande a été opéré de la prostate en 2011, opération bénigne, alors qu'il n'était que candidat aux primaires du Parti Socialiste. Aurait-il dû rendre publique cette opération? Et si oui, à quel moment, selon vous? Je vais vous dire très honnêtement, je suis pas sûr que ce soit un sujet. Et je suis pas sûr d'avoir quelque chose de très pertinent à vous dire là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut répondre à votre question? Oui, non. En tant que citoyen, qu'est-ce que vous souhaiteriez? En tant que citoyen ou député? Je crois que les citoyens, ils sont comme tout le monde. Il y a des gens qui parlent de leur maladie, qu'elle soit bénigne. Oui, le président, c'est pas tout à fait quelqu'un comme les autres. Et d'autres ne le font pas. Non, mais je crois qu'il y a une forme de banalisation, et heureusement. Parce qu'à une époque, c'était un tabou. Pourquoi c'était un tabou, la maladie en politique? Parce qu'on croyait, on voulait faire croire que les hommes ou les femmes politiques étaient des surhommes ou des surfemmes qui n'étaient jamais malades, qui n'avaient jamais de problème. C'est heureusement fini. Mais enfin, on peut s'étonner du fait quand même que rien n'a été dit de cette maladie, même si de cette opération, même si elle était bénigne, que des communiqués sur la santé du président aient été rendus publics comme c'était prévu, sans qu'on soit du tout mis au courant de cette opération. Et je pense que quand on accole les mots président socialiste, prostate, exercice du pouvoir, ça rappelle quand même des souvenirs aux Français. On pourrait espérer qu'il y ait un peu plus de transparence aujourd'hui qu'hier, non? Justement, le président Mitterrand, puisque c'est à lui, je pense que vous voulez faire allusion. Il n'y a pas eu beaucoup de présidents socialistes sous la Ve. Ah, ils s'appelaient tous les deux François. Mais Mitterrand, il a eu d'abord une phase où il n'a rien dit, au début de son premier septennat, une autre phase où il en a parlé. Pourquoi? Tout à la fin du... Oui, mais parce que de toute façon, il ne pouvait pas faire autrement. Oui. Voilà. Et en même temps, vous avez Madame Bertinotti, qui, on a appris, mais par elle d'ailleurs, il y a quelques jours, quelques semaines, qu'elle n'avait pas souhaité en parler, tout en exerçant ses fonctions. Moi, je respecte aussi cela. La solution n'est pas évidente, parce que souvenons-nous tout de même de François Mitterrand, tous ces bulletins de santé, si j'ose dire, ont été mensongers. Tous. Au début, Au début, au milieu et à la fin. Aucun d'entre eux n'a à aucun moment évoqué sa maladie. Donc c'est pas facile. La solution n'est pas évidente. On va avancer, on va parler de la loi sur la prostitution qui a été votée cet après-midi. Pénalisation des clients, adoptée 268 voix pour, 138 contre. Vous avez voté contre, monsieur de Rugy. Pourquoi? Oui, j'ai voté contre comme la majorité du groupe écologiste, comme d'ailleurs aussi des députés socialistes et des députés UMP. Je note d'ailleurs que la majorité a été assez étriquée. Vous savez qu'il y a 577 députés à l'Assemblée nationale, donc la majorité c'est 289. Il n'y a eu que 268 voix pour. Bon, il y a eu beaucoup d'abstentions, donc ça a fait une majorité relative. Mais surtout, le groupe socialiste compte 292 membres. Donc il y a plus de 50 députés socialistes qui soit n'ont pas pris part au vote, soit ont voté contre. Je sens que là, il y a un malaise que nous avions d'ailleurs dénoncé. Mais vous, pourquoi vous avez voté contre? Parce que le texte n'est pas bon. Il n'est pas bon parce qu'il n'est pas abouti. Moi, je regrette d'ailleurs que c'est été fait un peu à la sauvette à l'Assemblée nationale et un peu, on va le dire, au forcing. Donc ça, c'est un premier problème. Et puis, il y a ce fameux article sur la pénalisation des clients que, personnellement, je trouve absurde pour deux raisons. D'abord, la première, on dit on supprime le délit de racolage passif. On a bien fait, d'ailleurs. Mais on crée la pénalisation des clients. C'est complètement incohérent. Soit c'est les deux, soit c'est rien du tout. Parce que si on est contre la prostitution, bah, on fait contre le racolage et contre les clients. Et puis la deuxième chose, c'est que le vrai sujet, c'est la traite des êtres humains, la lutte contre les réseaux. Et est-ce que vous croyez un instant que ça va permettre d'aller dans ce sens-là? Absolument pas, ça va même être pire. Est-ce que l'un exclut l'autre? Parce que ce texte a été réduit de façon légèrement abusive quand même, légèrement caricaturale, à un article sur la pénalisation des clients, alors que c'est un texte de lutte contre le système prostitutionnel. Et pourquoi l'un, la lutte contre les réseaux, exclurait l'autre, c'est-à-dire la pénalisation des clients? Mais parce qu'il faut choisir. Soit on veut interdire la prostitution. Et là, on mène une lutte sans merci contre la prostitution. Contre les réseaux, évidemment, mais contre la prostitution. C'est une première marche. Et on fait un arsenal juridique. Ah ben non, mais là, on monte une marche, on en descend une autre. Moi, je vais vous dire, les Français, ils veulent que les députés règlent des problèmes avec les lois qu'ils votent. Ils veulent pas des lois d'affichage. Il y en a assez d'avoir des lois simplement pour dire, on a parlé d'un sujet. Le but, c'est pas d'en parler, c'est de le régler. Il y a des problèmes autour de la prostitution. Venir en aide aux prostituées, c'est pas un problème qui doit être réglé?
Bien sûr que si, mais cette loi, est-ce que vous croyez qu'elle va venir en aide aux prostituées? Sûrement Ceux qui l'ont pas. voté le pensent, en tout cas. Oui, mais enfin, il démontre tout le contraire en faisant la pénalisation du client, dont tout le monde sait qu'elle va mettre plus les prostituées dans la clandestinité, et donc plus à la merci des réseaux. Et en plus, les policiers l'ont dit, je l'ai vu sur votre antenne d'ailleurs, que ça allait aggraver les choses. Comment expliquez-vous que des prostituées, il y en a qui combattaient ce texte, mais que des prostituées légalement défendues? Par exemple, à propos de clandestinité, quand elles disent, mais la clandestinité, c'est tout simplement quand la porte se referme derrière nous et que nous sommes seuls livrés aux mains du client. Eh bien alors à ce moment-là, allons au bout des choses. Disons encore une fois, soit on est totalement contre la prostitution, soit on crée un cadre sécurisant pour les prostituées. Qu'y a-t-il de... Non, parce que les maisons closes, justement, elles voulaient bien dire ce que ça veut dire. C'était un monde clos. Moi, je suis pas du tout à idéaliser ça. Je vais vous dire, il y a aussi des problèmes de tranquillité publique. Moi, je suis député d'une circonscription où il y a de la prostitution, où il y a des problèmes. Mais les habitants que j'ai rencontrés, ils se font pas une illusion sur l'efficacité de cette loi. Et vous proposez quoi, vous, alors, concrètement, sur ce sujet-là? Si ça va pas... Je propose que l'on fasse un travail de fond, et y compris si on avait voulu faire une loi centrée sur la lutte contre les réseaux criminels. Et là, moi, je pense qu'il faut sortir la prostitution de la clandestinité. Ça, c'est clair. Moi, c'est ma position de fond. Mais comment on fait ça? Je n'idéalise pas du tout. Je ne suis pas du tout à dire c'est formidable. Sortir de la clandestinité, c'est-à-dire? Je pense qu'il faut mettre un cadre légal qui permet à la prostitution. Aujourd'hui, elle est tolérée en France, mais on combat les à côté. Je pense qu'on fait les choses à l'envers. Après, je respecte ceux qui disent je lutte contre la prostitution, je lutte contre les réseaux, donc je lutte aussi contre les prostituées, contre les clients, etc. Donc vous voulez un cadre pour autoriser la prostitution? En fait. À titre personnel, oui, ce serait ma position. Oui. Elle n'est pas interdite aujourd'hui, la prostitution. C'est ça tout le paradoxe. Donc c'est pas un cadre pour l'autoriser. Le racolage n'est plus une faute juridique. Pour que ce soit, excusez-moi, mais la prostitution qui se passe dans la rue, parce que c'est ça la réalité aujourd'hui. C'est ça qui est indigne. Indigne pour les prostituées, indigne pour les clients, indigne pour les habitants et les riverains. La prostitution sur Internet, c'est pas indigne? Mais tout autant. Mais parce que c'est dans la clandestinité. Vous avez parlé à propos de ce texte et du fait qu'effectivement on pénalisait le client et qu'on abrogeait le délit de racolage passif, du fait que c'est comme, avez-vous dit, c'est comme faire de la pub pour un produit dont l'achat serait pénalisé. Est-ce que les mots étaient bien choisis? Est-ce qu'on peut vraiment comparer les prostituées à un produit qu'on achète? Mais le problème, c'est que dans ce débat, je vais vous dire, à l'Assemblée nationale, ça a été le bien contre le mal. Donc on ne peut plus rien dire parce que soit on est pour cette proposition... Est-ce que les mots étaient bien choisis? Non, je le dis, le mot produit, il n'était pas bien choisi. C'était, je fais une comparaison. Je dis si, mais soyons concrets. Une prostituée a donc le droit de racoler dans la rue des clients. Et si un client arrive et qu'il commence à discuter avec la prostituée, un policier le prend en flagrant délit, il peut l'arrêter. On marche sur la tête, excusez-moi. Moi, je ne comprends pas très bien. Pardonnez-moi, mesdames, je ne comprends pas très bien comment un racolage n'est plus une faute juridique, est autorisé et que le client, qui consomme éventuellement, lui risque d'être condamné à 1 500 € d'amende, ce qui n'est pas rien. Plus des stages de sensibilisation. Après, on a bien compris qu'il y a un clivage homme-femme. Pas du tout, Madame Ferrari. Pas du tout. Alors là, je tiens à le dire, au sein du groupe écologiste, vous avez eu des hommes et des femmes qui étaient pour la loi ou contre la loi. Au sein du groupe socialiste aussi, au sein du groupe UMP. Non. Surtout, alors là, moi, je n'accepte pas cela parce que Madame Vallaud-Belkacem, c'est ce qu'elle a essayé de nous faire croire. Et elle a essayé de nous dire, moi, je suis une loi qui défend les droits des femmes. C'est une atteinte à l'égalité entre l'homme et les femmes, la prostitution. Mais alors, quand c'est la prostitution entre deux hommes, qu'est-ce que c'est? Là, on n'en parle plus. Là, elle ne m'a jamais répondu là-dessus. Jamais. Elle a parlé aussi, y compris jamais. aujourd'hui Non, à l'Assemblée. elle m'en a jamais répondu. Moi, j'ai posé des questions concrètes. Elle ne m'a jamais répondu. On était sur les principes, le bien contre le mal. On ne peut pas légiférer. J'ai une question concrète à vous poser. Vous avez aussi parlé à propos de ce texte, d'un texte moralisateur, avec des relents moralisateurs. Où est la morale, où est le moralisme dans ce texte? En quoi est-il moralisateur, ce texte? Parce que je vous dis, écoutez ou regardez les interventions, par exemple, de Madame Vallaud-Belkacem, on est en effet sur l'idée que la prostitution, c'est une atteinte à l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est forcément l'homme client qui est dominant, qui achète une prostituée femme. C'est le principe. Et je dis qu'en effet, ça, c'est une vision moralisatrice, parce que comment on fait quand c'est deux hommes, comment on fait même si c'est deux femmes, si c'est la femme qui est cliente avec un homme qui est prostitué, on ne parle pas de la pornographie, des films pornographiques, excusez-moi, si on parle des clients de prostituées, on pourrait aussi parler des clients des films pornographiques. On peut peut-être faire les choses par étapes. Je vais peut-être essayer de poser une question sur un autre sujet. Sur un autre sujet, mais je ne sais pas si vous serez plus ou moins à l'aise. Mais c'est un sujet, en tout cas, très, très important. Lui aussi, c'est les déclarations de Madame Lauvergeon,
qui, je pense, vous ont beaucoup préoccupé. Qu'est-ce qu'elle a dit, Madame Lauvergeon, présidente d'Areva, donc elle connaît ex-président. Oui, elle connaît néanmoins son nucléaire sur le bout des doigts. Elle dit que la promesse du président de la République de réduire de 50% la part du nucléaire dans la production globale d'électricité d'ici 2025 est totalement irréaliste, que pour y parvenir, il faudrait d'ici 2025 fermer 25 centrales. Pour l'instant, il y a réacteurs. Oui. Pardon, réacteurs. Bon, et pour l'instant, il n'y en a qu'une centrale qui est prévue à la fermeture, qui est Fessenheim, et encore, à mon avis, c'est pas tout à fait gagné. Votre commentaire, puis après on pourra peut-être enchaîner par une ou deux autres questions. Oh, écoutez, moi je vais vous dire une chose, ça me fait penser, c'est comme la réforme fiscale. Les grands experts de Bercy nous disent « Ah non, on ne peut pas faire de réforme fiscale ». Nous, on a été élus sur un programme dans lequel il y a la réforme fiscale, nous voulons la mettre en œuvre. Eh bien, nous avons été élus, le peuple a parlé lors des élections présidentielles, il y a eu un débat, y compris entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Cette question du nucléaire, de la part du nucléaire dans la production d'électricité a été au cœur du débat. Les Français ont tranché. Moi, j'en ai assez qu'une pseudo-experte comme Madame Lauvergeon, elle n'est plus présidente d'Areva. En revanche, elle est présidente d'une commission sur l'innovation. Vous croyez qu'elle nous parle d'innovation quand elle nous dit qu'il faut maintenir les vieux réacteurs nucléaires? Monsieur Dogy, ne faites pas une réponse technique parce que je pense que vous êtes plus qualifié que moi. Une réponse courte et on se retrouvera juste après le journal. Pas une réponse politique. Techniquement, est-ce que son argument vous paraît fondé? 25 centrales à fermer d'ici 2025. Est-ce que ça vous paraît raisonnable? Vous les remplacez par quoi? Non, alors déjà, 20 réacteurs, c'est 4 ou 5 centrales. Oui, donc c'est pas la même chose. Et en l'occurrence, je pense que non, son argument n'est pas du tout valable techniquement. Alors, on se retrouve dans un instant avec vous, François de Rugy. Il y aura la météo et le journal de Romain Desarmes. A tout de suite sur ITV. On se retrouve dans Tir croisé avec notre invité François de Rugy, co-président d'Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée nationale. On parlait à l'instant du nucléaire avec le recadrage d'Anne Lauvergeon. Vous vous félicitiez parce que vous avez évoqué une pseudo-experte, c'est ça? Je pense qu'elle ne va pas apprécier. Mais bon, concernant le nucléaire, Jean-Claude avait une question sur Fessenheim. Effectivement, on a tout dit sur Mme Lauvergeon et ses pronostics pessimistes. Sur Fessenheim, vous êtes sûr de votre coup? Le président a vraiment envie de fermer en 2016, c'est ça? Il y a une forte opposition de la CGT et donc quelque part, j'imagine, du Parti communiste. Oui, mais il y a eu des manifestations, même quelques centaines de personnes. Je crois que la détermination, elle est totale. D'abord, je constate que c'est un sujet sur lequel le président n'a jamais varié. Le Premier ministre n'a jamais varié. Le ministre en charge de l'énergie, maintenant, M. Martin, il faut le noter. n'a jamais varié. En tout cas, c'est un sujet sur lequel il n'y a jamais eu de variation ou d'atermoiement ou de recul, etc. Et il y a quelqu'un qui avait été nommé par le gouvernement pour conduire, parce que c'est quelque chose, en effet, c'est un dossier lourd. Il faut faire la transition avec les salariés, avec les collectivités locales. C'est engagé, ça a été rappelé. Moi, je n'ai aucune raison de douter du fait que ce sera fait avant 2017. Sur la transition écologique non plus, il n'a jamais varié. C'est pas pour autant qu'il la met en œuvre. Mais là, il y a des actes qui ont été posés. Sur Fessenheim, il y a des actes concrets qui ont été posés. Donc c'est une décision qui est enclenchée. Après, il y a les modalités qui doivent encore être bouclées, y compris dans la loi sur la transition énergétique, puisque vous faites référence à la transition écologique. Nous pensons que le gros morceau du quinquennat pour l'écologie dans notre pays, c'est la loi de transition énergétique. Et donc c'est à la fois un gros morceau pour les Français, pour leur vie quotidienne, mais c'est aussi un gros morceau économique, parce que ce sont des activités économiques, et un gros morceau écologique. Est-ce que vous avez des nouvelles de Philippe Martin, le ministre de l'écologie? Mais il a répondu à l'Assemblée nationale cet après-midi, j'allais dire de façon atomique d'ailleurs. Tout le monde a été frappé du fait qu'il a répondu de façon très forte à une question d'un député UMP sur le nucléaire. Et il a répondu indirectement aussi à Mme Lauvergeon. Vous regardez, j'imagine, de très près ce qui se passe en Allemagne. Alors, il va y avoir l'arrivée des socialistes. Je ne sais pas si ça modifiera quelque chose à la transition énergétique qui est en cours. Sur les factures, c'est compliqué. Écoutez, l'Allemagne, 30% pour les Allemands. Il y a quelque chose d'un peu particulier en Allemagne, c'est que c'est une alliance entre la droite et la gauche. Enfin, les deux principaux partis de droite et de gauche qui vont faire un gouvernement commun. Eh bien, l'accord qui est très détaillé, 180 pages. On est sérieux en Allemagne quand on fait un accord politique, c'est pas sur un coin de table. Ils ont mis 2 mois à le négocier. Eh bien, ils se sont mis d'accord pour que la transition énergétique, elle soit sanctuarisée. Et c'est sans doute un ministre social-démocrate qui va d'ailleurs assurer le poste de l'économie et de l'énergie. C'est un signal qui me paraît très clair sur la volonté de l'Allemagne de poursuivre. Parlez des Verts avec Audrey. Oui, Emmanuel Cos, nouveau numéro 1 d'Europe Écologie Les Verts, avait le soutien des deux ministres écologistes. Mon soutien également. Le soutien des parlementaires.
Elle obtient un tout petit 55% de vote de dites donc, un jour, si vous vous présentez aux élections, je suis sûr que si vous êtes élu avec 55%, vous serez bien content. Oui, en tout cas, moi, je le suis quand je suis élu avec 55%. Parmi 7 motions. Oui. Je rappelle qu'il n'y a que 11 000 adhérents au parti, donc 7 motions qui s'affrontaient. Sa motion n'a reçu que 38% des voix. Au premier tour, oui. Est-ce qu'elle est légitime? Oui. Légitimement élue? Oui, parce que vous avez rappelé tout d'une façon extrêmement précise. J'ai juste oublié de dire qu'un militant sur 2 s'est pas prononcé quasiment. Lors du vote au premier tour, oui, c'est comme d'ailleurs chez les Verts, contrairement à ce que croient les gens, les Verts ne sont pas obsédés par leur congrès, voyez-vous. Et donc, oui, je dirais, les écologistes sont comme les Français, ils sont dans une période un peu où on est un peu désarçonné par ce qui se passe parfois dans la politique nationale, du gouvernement, etc. Donc ça a pesé sur notre congrès, évidemment. Emmanuelle Cos, elle est une nouvelle tête. Moi, je la salue, je la soutiens parce que je sais qu'elle a les capacités. Alors, à elle de le démontrer maintenant et de vous le démontrer d'ailleurs. Mais elle a un passé militant, c'est-à-dire qu'elle sait ce que c'est que militer, de faire avancer des idées difficiles. Elle a milité notamment sur la question du sida, ce qui est quand même pas la question la plus simple. Et elle a aussi déjà une expérience de 3 ans et demi d'élue vice-présidente de la région Île-de-France sur la question du logement. Donc elle sait aussi ce que c'est. Moi, je suis très attaché à cela, l'expérience de gérer une collectivité. Je pense que pour diriger un parti, c'est important. Quel sera son degré d'indépendance par rapport au ministre, au gouvernement? Est-ce qu'elle devra mettre le doigt sur la couture du pantalon comme son prédécesseur? C'est pas son style. C'est pas son style. Il a été éjecté parce qu'il avait osé demander des comptes au gouvernement. Ça, c'est votre lecture, mais je ne la partage pas. Monsieur Draghi, ça tire à vue quand même chez les écolos. Est-ce que vous êtes certain, franchement, entre nous, que vous n'êtes pas entré, le parti écologiste, oui, n'est pas entré dans une phase de, comment dit-on, d'enfermement ou de refermement sur lui-même. Enfin, on compte plus ceux qui sont partis. Dominique Voynet, je pense qu'on va poser une question tout à l'heure sur Voynet, part à son tour. Elle ne se représente pas aux élections. Non, mais quand même, elle était aux affaires. Noël Mamère, par exemple. Noël Mamère, Hulot, j'en passe et les meilleurs. Vous êtes dans une phase, vous vous refermez, là, vous êtes quasiment devenu sectaire un peu. C'est votre lecture. Moi, je pense au contraire qu'on est très très ouvert. Et quand on dit, pour aussi répondre à Audrey Pulvar, savoir si le parti écologiste est vraiment sous le contrôle de Cécile Duflot, parce que c'est ça qui est sous-entendu. Je vais vous dire une chose. C'est même pas sous-entendu, c'est carrément dit par beaucoup de personnalités. Et à tort, parce que je vais vous dire, je pense que les écologistes sont plutôt pas assez organisés. Moi, je trouve pas qu'on soit trop organisé. Je trouve qu'on n'est pas assez organisé. Et d'ailleurs, on a une communication qui n'est pas assez organisée. Et en revanche, il y a un autre enjeu, parce que moi, je veux quand même répondre avec ce que vous avez cité. Moi, je le dis franchement, c'est qu'il y a aussi un changement de génération chez les écologistes. Ça vous aura peut-être pas échappé. Pascal Canfin, Cécile Duflot, qui sont ministres, qui ont moins de 40 ans. Emmanuelle Cos, qui a 40 ans. Moi et Barbara Pompili, à l'Assemblée nationale, pareil. Jean-Vincent Placé, qui il y a encore quelques années n'était pas connu. Et donc oui, il y a une nouvelle génération de responsables écologistes. Et en effet, ça se fait jamais totalement tout seul. La perte de Dominique Voynet, la perte de Montreuil pour Dominique Voynet, et pour les Verts, est-ce que ça aura une importance financièrement pour le parti? Est-ce que c'est une ville quand même qui était une grande ville de France? C'était la seule ville de plus de 100 000 habitants qui sont détenus par les Verts. Je ne connais pas encore le résultat des élections à Montreuil en mars prochain. Je pense qu'il y aura beaucoup de surprises d'ailleurs. Celles et ceux qui ont pensé qu'à partir du moment où Dominique Voynet était retiré, tout était gagné pour eux. Je pense que vous savez, à Montreuil, la gauche est très divisée entre le PC, le PS, le Front de gauche, ceci, cela. Je pense que c'est surtout pas un modèle à suivre. En tout cas, il y aura un autre candidat vert. Oui, bien sûr, oui. Ou une candidate d'ailleurs. Donc moi je pense que c'est à la fois regrettable qu'elle se soit retirée. Vous avez le nom de cette candidate écologiste? Non. Oui, il y aura une autre... Vous avez son nom? Non, parce que le processus, il y aura une désignation dans quelques jours. Non, mais ce que je veux dire par rapport à Dominique Voynet, c'est que moi je regrette sa décision parce que je pense qu'elle aurait pu se représenter, mais je la comprends vu la dureté du climat, ce qu'elle a exprimé à Montreuil et même au niveau national, disons-le, c'est vrai. Moi, je l'accepte, je fais de la politique, j'accepte la dureté du climat, mais pour autant, je crois que là aussi, la vie des Verts, la vie d'Europe Écologie Les Verts ne s'arrête pas avec le retrait de tel ou tel. Ce sont vraiment les raisons qu'elle a évoquées qui la poussent vers la sortie? Je pense, oui. Oui, franchement, toutes celles... On peut imaginer qu'après quelques années chez les Verts, elle se soit habituée à la violence en politique, à la dureté du combat. Oui, je crois que, justement, je crois que si vous comparez la vie interne des Verts avec la vie, avec une ancienne mairie communiste depuis 70 ans, avec quelqu'un comme Jean-Pierre Brard, que je connais bien parce que j'ai siégé à l'Assemblée nationale pendant 5 ans sur les mêmes bancs, je peux vous dire que c'est autre chose.
Pour durer en politique, il faut devenir à son tour un cannibale, c'est ce qu'elle disait ce matin. Ça, j'ai pas bien compris, je vous l'avoue. Vous êtes d'accord avec elle? C'est-à-dire qu'il faut savoir manger de la chair humaine? Non, je crois que là, il faut pas tomber dans l'excès. Il faut pas. Ça, c'est toujours le risque. Hein. Dans ces cas-là, vous savez, on a l'impression qu'on se lâche un peu et qu'on dit plein de choses qui vont sans doute un peu au-delà quand même de la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire cannibale, hein? C'est des êtres humains qui se mangent entre eux. Il y a une série, je crois d'ailleurs, sur Canal+ à ce sujet. Non, c'est pas sérieux. La politique, c'est quand même pas ça. La politique, c'est parfois un combat d'idées, de personnes. Il y a parfois des coups bas, ça c'est évident. Il y en avait beaucoup à Montreuil, il y en a beaucoup au niveau national. Mais il faut pas. Je pense que encore une fois, si on fait de la politique, on se plaint pas. Hein, si on se plaint, on arrête de faire de la politique. C'est sans doute la conclusion qu'elle a tirée. François de Rugy était l'invité de Terre Croisée. Merci beaucoup d'être venu ce soir.